J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Boham Sansal, quant à lui, a discrètement repris pied sur le sol français. Après avoir été relâché par Alger puis expédié en Allemagne le 12 novembre, il aura passé exactement 6 jours à Berlin avant de finalement regagner la France le 18 novembre 2025. Une escale allemande aussi brève que symbolique, avant un retour qui, lui, ne passe pas inaperçu, ou presque. Pas de caméra, pas de micro, pas même une poignée de main immortalisée. L'arrivée de Boham Sansal à l'Élysée s'est faite comme un souffle dans le vent, silencieuse, invisible, presque fantomatique. Emmanuel Macron l'a accueilli, oui, mais à huis clos, dans l'enceinte feutrée du palais présidentiel, loin des objectifs et des flashs. Une réception sans images, une cérémonie sans applaudissements, une mise en scène de la discrétion absolue. Et pour tout éclairage sur ce moment, une seule lumière, un bref communiqué diffusé par la présidence, dans lequel le chef de l'État confie, sobrement mais avec une émotion mesurée, sa satisfaction et sa joie face à la libération de l'écrivain. Ce texte officiel évoque la dignité, la force intérieure et le courage remarquable de Boham Sansal, reçu ce jour-là aux côtés de son épouse. Voilà, pas un mot de plus, pas un geste de trop, juste une ligne solennelle dans le grand théâtre diplomatique. Lors de cette entrevue feutrée avec Boham Sansal, Emmanuel Macron en a profité pour ressortir ses formules de gratitude bien rodées, une salve de remerciements adressée au président allemand, Frank-Walter Steinmeier, ainsi qu'un mot poli à l'attention de son homologue algérien, le président Abdel. Le tout en vantant un processus qualifié de respectueux, posé et rigoureux, une manière très diplomatique de dire « ça n'a pas été simple, mais on ne va froisser personne ». Et pendant qu'on y est, un petit vœu pieux glissé entre les lignes, celui de voir un jour, peut-être, Christophe Glaise retrouver la liberté. Ce journaliste toujours emprisonné en Algérie est désormais le prochain nom sur la liste des négociations à bas bruit. Nous y mettons tous nos efforts, a soufflé l'Élysée sans hausser le ton. D'ailleurs, si ce fameux communiqué présidentiel n'avait pas été publié, personne n'aurait su que Sansal avait remis les pieds en France. Pas de photos, pas de micro, pas de poignée de main visible, une opération quasi clandestine qui aurait pu passer complètement sous les radars. Mais bon, chut, officiellement, tout va bien. Quand on déroule le fil des événements depuis que Boham Sansal a été arraché à son isolement, une chose saute aux yeux, ce qui s'est joué là dépasse de loin un simple fait divers. C'est un enchaînement révélateur, un miroir à double reflet d'un côté, l'espoir de l'autre, l'amertume. Car oui, on ne cesse de le répéter, cette affaire a frappé l'Algérie en plein visage. Un coup dur. Son image déjà fragilisée a été éclaboussée davantage. Ses intérêts en France. Sabotés avec brutalité, parfois même sans motif clair. Le prix fort a surtout été payé par les Algériens eux-mêmes, femmes et hommes confondus, pris dans la tempête d'une crise diplomatique qu'ils n'ont ni voulu ni provoquée. Mais attention que les choses soient claires. Ce scandale, aussi médiatique soit-il, n'est qu'un épisode parmi d'autres. Il n'a pas déclenché la guerre froide entre Alger et Paris. Il n'a fait qu'ajouter un chapitre de plus à une saga tendue déjà bien entamée depuis longtemps. Tout a basculé quand Paris a officiellement adoubé la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une annonce tombée comme un pavé dans la mare à la fin juillet 2025. Ce geste lourd de conséquences a marqué le coup d'envoi d'un enchaînement de tensions entre l'Algérie et la France. Et dans ce climat déjà électrique, l'affaire Boham Sansal n'a fait que raviver les braises. Survenue le 16 novembre, elle n'a été qu'un second acte dans une pièce déjà bien entamée. Mais les accrochages ne se sont pas arrêtés là. La liste s'est allongée rapidement en tension autour de migrants algériens jugés dangereux par Paris, mais que l'Algérie refuse catégoriquement de reprendre affrontements verbaux entre le sénateur Bruno Retailleau et le clan Tebboune. Bref, une atmosphère diplomatique de plus en plus irrespirable. Comme si ça ne suffisait pas, le scandale des influenceurs algériens téléguidés depuis Alger a envenimé l'affaire. Ces figures en ligne ont été mobilisées pour traquer, harceler, discréditer les voix dissidentes algériennes réfugiées en France. Puis est arrivée l'affaire AMDZ, mêlant enlèvement, tentative d'assassinat et lien supposé avec un réseau terroriste appelé MLDZ. Pour couronner le tout, des mandats d'arrêt internationaux
ont été lancés dans la foulée, impliquant même un ancien numéro 2 de l'ambassade algérienne à Paris. L'engrenage était lancé. Puis est venu le tour des représailles économiques. Le régime de Tebboune s'en est pris frontalement aux intérêts français, implantés en Algérie, lançant un bras de fer aux allures de vendetta. Et comme si cela ne suffisait pas, la série noire a continué, embuscades politiques, intimidations sourdes et même détentions arbitraires sont venus ponctuer ce feuilleton déjà bien chargé. Parmi les épisodes marquants, le gel des visas aussi bien pour les citoyens algériens ordinaires que pour les figures haut placées du pouvoir, cette fameuse nomenclatura habituée aux allers-retours tranquilles entre Alger et Paris. Et cerise sur le gâteau des représailles ciblées contre les diplomates français en poste à Alger. Silence radio du côté des chancelleries, mais le message était clair œil pour œil. Cette avalanche de tensions, nous l'avons vécu que l'on soit algérien, franco-algérien ou même français, ayant un pied dans chaque culture. Une spirale d'amertume, de désillusion et parfois d'humiliation. Et dans cette tempête d'incompréhension mutuelle, l'affaire Boham Sansal restera gravée comme un point d'orgue. Elle n'a pas tout déclenché, mais elle a cristallisé l'instant où la crise a atteint son paroxysme. L'épisode où les masques sont tombés, le dénouement de l'affaire Boham Sansal, ou devrions-nous dire la fin provisoire de ce chapitre, a laissé un goût amer et surtout un lourd tribut pour les Algériens. Impossible de faire semblant, cette crise a laissé des traces profondes. Le peuple a encaissé les coups sans avoir participé à la partie. Il a souffert en silence, pris en otage dans un duel politique qui le dépasse. Entre les blocages administratifs, les restrictions de visas à grande échelle et les milliers de ressortissants algériens dans l'incapacité de renouveler leur titre de séjour, c'est toute une communauté qui a été prise dans les filets d'un conflit diplomatique glacial. Et pour couronner le tout, elle a été pointée du doigt, stigmatisée comme si elle était soudain devenue suspecte par nature. Et pourtant, aucun bilan officiel, aucun aveu. On avance à tâtons sans reconnaître les dommages collatéraux. Peut-être qu'un jour, si la normalisation des relations redevient une réalité, il faudra bien se pencher sur les pertes humaines, sociales, morales de cette séquence. Car au fond, ce sont toujours les mêmes qui paient les pots cassés, ceux qui n'ont ni le pouvoir ni la parole. Même les cercles les plus privilégiés n'ont pas été épargnés. Les proches enfants conjoints ou cousins de l'élite politique algérienne, détenteurs pourtant de passeports diplomatiques bien tamponnés, ont vu leurs privilèges fondre comme neige au soleil. Fini les allers-retours tranquilles entre Alger et Paris, terminée l'exemption de visa offerte par les accords de 2007 et 2013. Du jour au lendemain, ces petits arrangements n'étaient plus valables, et pendant que certains perdaient leur facilité de voyage, d'autres ont vu leurs avoirs scrutés à la loupe. Les autorités françaises ont ouvert des enquêtes sur le patrimoine accumulé par plusieurs figures du pouvoir algérien sur le sol hexagonal. Résultat des gels de cartes de séjour, des mesures de rétorsion, ciblées des refus silencieux mais massifs. Derrière les chiffres, c'est une réalité glaçante. De nombreux Algériens ont été sanctionnés parfois simplement pour leurs liens familiaux avec les sphères dirigeantes. Au final, c'est toute une communauté qui a payé l'addition. L'image des Algériens en France écorchée, salie, réduite à des clichés injustes. Et les binationaux, eux, se sont retrouvés écrasés entre deux plaques tectoniques. Pris en étau entre deux patries en conflit, ils ont vécu ce bras de fer comme un divorce houleux brutal sans médiation. Comme des enfants au milieu d'un champ de ruines où chacun revendique la garde, sans vraiment penser à eux. Pour l'Algérie, cette affaire a été une véritable catastrophe diplomatique, un bras de fer avec Paris mené dans l'ombre orchestré autour de l'affaire Boham Sansal a écorné durablement l'image du pays sur la scène internationale. On en reparlera dans une autre vidéo, mais disons-le franchement, utiliser un écrivain âgé comme monnaie d'échange dans un jeu de négociation relève plus du chantage que de la diplomatie. Et ce n'est pas pour défendre les intérêts du peuple ou de la nation, non, c'était pour régler les comptes d'un pouvoir qui confond intérêt personnel et raison d'État. Car dans les usages normaux d'un État digne de ce nom, on ne kidnappe pas des intellectuels pour faire pression. On ne transforme pas la géopolitique en opération de prise d'otages. La diplomatie a ses règles, ses canaux, ses principes. Le recours à ce type de méthode, c'est le domaine des cartels des mafias ou des groupes extrémistes, certainement pas celui d'un pays qui prétend être respecté.
Dans ce scénario, le régime de Tebboune a clairement utilisé Boham Sansal comme levier. Pas pour l'Algérie, mais pour lui-même. L'objectif, contraindre la France à entrer dans une négociation taillée sur mesure pour ses propres ambitions. Cette feuille de route n'a jamais été celle du peuple algérien. Elle n'engageait que son auteur. Et au passage, elle a acheté l'Algérie dans une logique de confrontation qui l'a desservie à tous les niveaux. Car au final, aucun État ne sort grandi en instrumentalisant une figure publique pour obtenir gain de cause. C'est une dérive et une honte. Le plan de marche de Tebboune ne souffrait d'aucune ambiguïté, faire plier Paris. L'objectif était double. D'un côté, pousser Emmanuel Macron à revenir sur la reconnaissance du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. De l'autre, rallumer la flamme d'un partenariat ou plutôt d'une alliance, sur mesure qui, soyons honnêtes, ne profiterait pas à l'Algérie dans son ensemble, mais exclusivement à ceux qui tiennent les rênes du régime. Car ce que cherchait Tebboune à travers ce bras de fer diplomatique, c'était bien plus qu'un simple deal. C'était une quête de légitimité internationale, une stratégie pour se hisser au rang des acteurs fréquentables, malgré son image autoritaire. Il espérait que la France jouerait les gardes du corps face aux menaces de sanctions venues de l'Occident. En somme que Paris lui serve de parapluie diplomatique contre les vents contraires critiques sur les droits de l'homme, pression sur les libertés et isolement dû aux tensions régionales. Un régime militaire peu soucieux des libertés fondamentales rejeté par une partie de son propre peuple, en mal de crédibilité qui tente de se racheter une virginité politique grâce à un vieux réflexe manipuler la géopolitique pour mieux verrouiller l'intérieur. Voilà sans détour la vraie feuille de route de M. Tebboune. On peut accuser cette affaire d'avoir abîmé l'image de l'Algérie, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître une chose, elle a paradoxalement renforcé l'emprise de Tebboune. Si l'Algérie a perdu sur la scène internationale, lui en revanche a consolidé son autorité. Soyons honnêtes, est-ce qu'il en sort affaibli? Pas si sûr. Au contraire, on pourrait même dire qu'il a remporté une manche. Il a su faire plier le pouvoir politique français. Car si Boham Sansal a été accueilli dans un silence presque embarrassé, c'était clairement pour ne pas heurter Tebboune. Aucun flash, aucune déclaration, aucun geste symbolique. Paris a préféré la discrétion à la provocation, comme si tout était orchestré pour éviter de froisser un homme à l'humeur instable. Et cette prudence s'explique facilement, il y a un autre pion sur l'échiquier, Christophe Glaës, journaliste sportif toujours détenu en Algérie dont le procès en appel est prévu pour le 3 décembre. La France joue un double jeu, elle négocie en coulisses tout en espérant publiquement une libération prochaine. Condamné à 7 ans, Christophe G reste l'otage silencieux d'une partie diplomatique tendue, et pendant ce temps, Paris marche sur des œufs. Car Tebboune, avec ses éclats de colère et sa sensibilité politique à fleur de peau, impose le tempo. Il a prouvé qu'il pouvait être une véritable épine dans le pied de la République française, une gêne stratégique que personne à Paris n'ose affronter de front. C'est un revers indéniable pour l'Algérie, du moins pour ce qu'elle représente en tant que nation, en tant qu'État censé défendre des principes, un héritage, une posture digne sur la scène internationale. Ce pays qu'on admirait jadis pour ses prises de position courageuses, ses valeurs souveraines et son discours indépendant. Mais attention, si l'Algérie officielle a perdu en respectabilité le régime, lui s'en est sorti autrement. Tebboune, en tant que chef d'un pouvoir autoritaire, n'a pas vraiment quitté la partie la tête basse. Au contraire, il semble avoir gagné quelques longueurs, peut-être pas sur le plan diplomatique au sens noble, mais en termes de rapport de force, il a su imposer ses règles. La crise autour de Boham Sansal, loin de l'affaiblir, l'a même conforté dans son jeu. Et ça se voit. Ce n'est pas tous les jours qu'un président français accepte d'accueillir un écrivain emblématique en catimini. Pas de caméra, pas de photos, pas de discours, juste le silence. Et pourquoi? Parce que Tebboune l'avait exigé. L'accord tacite était clair pour éviter de froisser. Alger-Boham. Sansal devait rester en Allemagne au moins une semaine avant de pouvoir mettre un pied en France. Un deal discret mais révélateur. Qui commande qui? Voilà la vraie question. Entre le 12 et le 18 novembre, Boham Sansal a séjourné en Allemagne. Officiellement, on nous a expliqué qu'il était très malade dans un état suffisamment préoccupant pour justifier une hospitalisation.
Mais dans les faits, cette grave maladie semble s'être évaporée en un éclair une semaine à peine, puis retour en France. Avouons-le, pour quelqu'un supposément au plus mal, un séjour de 7 jours laisse songeur. S'il avait été vraiment affaibli, il aurait probablement eu droit à 15 jours, voire un mois d'observation. Et entre nous, ce ne sont pas les hôpitaux qui manquent en France pour lui prodiguer des soins. La vérité, c'est que ce passage express par l'Allemagne ressemble fort à une condition imposée, et qu'en acceptant ce scénario, la France a quelque part accepté de se plier au tempo d'Abdelmajid Tebboune. C'est un fait, Paris n'a pas dicté les règles cette fois-ci, et ça, il faut oser le dire. Ce qui est encore plus frappant, c'est le calme soudain des médias français avant la libération de Boham Sansal ou Bonham Sansal, comme certains l'appellent. Silence radio, plus une seule critique contre Tebboune. Rien, des journalistes eux-mêmes l'ont confirmé, les rédactions ont reçu des des recommandations. Officiellement, il ne s'agissait pas d'ordre. Mais dans la pratique, le message était limpide, on évite de fâcher Alger. On baisse la lumière sur le régime, on range les projecteurs. Il ne faudrait surtout pas compliquer les choses pour Sansal ou pour Christophe Glaise. Il faut appeler les choses par leur nom, la diplomatie version prise d'otage. Ça a porté ses fruits pour Tebboune. Ce qui hier encore semblait impensable est devenu réalité. Il a réussi à faire plier, à domestiquer, presque à neutraliser l'appareil politique français et dans la foulée les grandes machines médiatiques de l'Hexagone. Un tour de force qui, qu'on le veuille ou non, mérite d'être noté. Il a imposé ses règles du jeu. Je dois vous dire quelque chose, je suis journaliste. Je ne me considère pas comme un opposant politique, du moins pas dans le sens traditionnel du terme. Mais comment rester neutre, comment rester silencieux quand on voit son pays sombrer dans la répression, dans l'effondrement des libertés, dans une gouvernance sans cap ni conscience? Je prends des positions fondées sur des faits, sur des constats froids. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est de l'honnêteté. Et pourtant, dans le regard du régime, cela suffit à me cataloguer comme ennemi. Je ne cherche pas la confrontation, mais je ne peux pas trahir ce que je vois. Je n'ai pas choisi d'être dans l'opposition, c'est la réalité qui m'y a contraint. Avant d'être un journaliste, avant d'être un critique du pouvoir, je suis simplement quelqu'un qui refuse de mentir. Et cette vérité-là, je vous la dois. On ne peut pas dire qu'il soit complètement sorti perdant. Certes, il a abîmé profondément l'image de son pays. Il a terni le blason de l'Algérie à l'international, piétiné la dignité de sa propre nation et infligé des dommages considérables à la diaspora algérienne en France. Les ponts diplomatiques avec Paris fragilisés, les relations historiques malmenées, le tissu stratégique entre les deux pays écorché vif. Ce constat-là, personne ne peut le nier. Mais d'un autre côté, en tant que chef autoritaire, Tebboune a réussi ce que peu auraient imaginé. Il a fissuré le front politique français, il a muselé une partie de sa presse. En affaiblissant le discours critique venu de Paris, il a démontré sa capacité à retourner la pression. Il a imposé son tempo, et c'est là que réside pour lui une victoire dans la défaite. Preuve supplémentaire, même la libération de Boham Sansal n'a pas échappé à sa stratégie. La France n'a pas eu son mot à dire. C'est Berlin qui a géré le premier acte à la demande d'Alger. Et Paris a dû s'incliner à accepter que Sansal passe par l'Allemagne, s'y installe temporairement qu'il y reste quelques jours, le temps que la tension redescende. Même le comité de soutien habituellement si vocal est resté d'un silence impressionnant. Comme si tout le monde avait reçu le mémo pas de vague, pas cette fois. Au final, on n'a eu droit qu'à un communiqué sec, sans émotion, presque mécanique, un petit texte de félicitations pour la libération de Bonham Sansal, accompagné d'un salut poli à sa famille. Rien de plus. Et pourtant, d'après nos sources, même ceux qui l'ont défendu bec et ongles, pendant plus d'un an, son propre comité de soutien n'ont toujours pas eu l'occasion de lui parler. Pas une conversation, pas un échange. L'homme qu'ils ont défendu leur est toujours inaccessible. Dès son arrivée en Allemagne, Bonham Sansal a été placé sous la responsabilité directe de l'ambassadeur de France, puis rapidement pris en main par le Quai d'Orsay pour organiser son transfert vers Paris. Mais la suite n'a rien eu d'un retour triomphal. Il a été traité comme un dossier hautement sensible, limite embarrassant. Surveillance maximale, encadrement strict. Toute prise de parole a été muselée. Aucune interview, aucun mot en public, pas même un remerciement.
Tout était verrouillé, chaque phrase potentielle filtrée, comme si sa voix était désormais un risque diplomatique. On entre dans le domaine des affaires sensibles. Pourquoi sensibles? Parce que la France avait pris des engagements clairs auprès du régime Tebboune. Promesse tacite, ne pas pointer du doigt, ne pas dénoncer, ne pas laisser la presse ou la diplomatie française agir ouvertement contre le régime. Les intérêts de Tebboune sont protégés et toute velléité de confrontation a été abandonnée. La France a préféré le silence, la prudence et l'abandon du bras de fer. Aujourd'hui, Paris se retrouve dans une posture de conciliation totale, presque amicale envers le régime. Une attitude de bienveillance qui contraste avec les mesures prises par Tebboune, lui-même 2 ressortissants français, dont le journaliste Christophe G reste incarcéré. Et ce n'est pas tout. Tebboune a paralysé, gelé et même torpillé des intérêts économiques français considérables en Algérie, un pays qui reste le 2e marché africain pour les entreprises françaises après le Mali. Le préjudice est réel, tangible et il est impossible de le minimiser. Pourquoi cet instant précis mérite-t-il qu'on s'y attarde? Parce que dans ce face-à-face, Tebboune n'est pas reparti les mains vides. Bien au contraire. En face de lui, il n'avait pas une France solide et sûre d'elle, mais un Emmanuel Macron, affaibli à la tête d'un pays politiquement morcelé, englué dans une crise interne persistante. Un pouvoir instable marqué par une valse des premiers ministres, 3 départs, des démissions à répétition, des recompositions permanentes. Au point que le 3e est devenu le 4e sans que personne ne suive vraiment. Et dans ce chaos, ceux qui tentaient d'imposer une ligne plus ferme ont été progressivement écartés. Bruno Retailleau, qui essayait de forcer une approche plus dure, plus frontale vis-à-vis du régime algérien, a été neutralisé politiquement. Résultat, il n'est plus aux commandes. La voie de la fermeté a été mise hors jeu. C'est précisément cette France divisée, fragilisée, politiquement fébrile et un président en fin de second mandat sous tension qui a offert à Tebboune une opportunité en or. Il a su exploiter chaque fissure, chaque rivalité interne, chaque faiblesse du pouvoir macronien pour imposer sa domination. Dans ce rapport de force, il ne s'est pas contenté de résister, il a pris le dessus sur la classe politique française. Et il l'a fait sans détour. Prenons un exemple concret. BFM TV avait pourtant ficelé une enquête solide sur la fin des Z. Un travail abouti, documenté, nourri de témoignages exclusifs venus directement de l'intérieur du consulat d'Algérie à Créteil. Et pourtant, rien. Silence total. Le reportage a été mis sous cloche 6 mois déjà. Tourné, monté prêt à l'antenne, mais jamais diffusé. Et soyons lucides, il ne le sera probablement jamais. Et ce n'est pas un cas isolé. L'ensemble des grandes chaînes françaises, télévision privée comme publique, ont soudainement levé le pied. Les investigations visant le régime algérien se sont évaporées des grillateurs de programmes. Les critiques autrefois frontales ont été édulcorées, lissées, presque neutralisées. Même les poids lourds de la presse écrite et de l'information du monde à l'AFP avancent désormais sur des œufs. Le traitement médiatique est devenu précautionneux, mesuré, presque craintif. Le ton engagé frontal assumé contre le régime algérien, il s'est tout simplement volatilisé du paysage médiatique français. Pourquoi cette disparition soudaine? Parce que Tebboune a imposé un rapport de force brutal auquel Paris n'était absolument pas préparé. La question des otages n'avait jamais été sérieusement anticipée. La France n'imaginait pas qu'un chef d'État serait prêt à franchir ce seuil. Tebboune l'a fait. Il a démontré qu'il était disposé à retenir des ressortissants français pour contraindre Paris à changer de posture, à devenir plus conciliante et surtout plus alignée sur ses propres intérêts. C'est là que le contraste devient brutal. D'un côté, une démocratie affaiblie par ses propres fractures internes, minée par des crises politiques à répétition incapables de parler d'une seule voix. De l'autre, un régime autoritaire parfaitement verrouillé. Tebboune ne compose pas avec des courants opposés, il ne négocie pas avec des dissensions internes, il règne. Point final. Bien sûr, il existe des voix critiques en Algérie, des opposants, des mécontents, parfois même au cœur du système, mais ils sont réduits au silence neutralisé, rendu inoffensif. Là-bas, contester n'est pas un droit, c'est un risque. Prendre la parole, c'est s'exposer. Insister, c'est finir derrière les barreaux.
Le pouvoir de Tebboune ne tolère ni bruit ni contradiction. À vrai dire, les seules critiques audibles viennent de l'étranger et encore elles sont rares, très rares. Nous sommes une poignée en exil à oser remettre en question sa légitimité à pointer ses failles, à défier son récit officiel. Et Tebboune a parfaitement compris le contexte, il a saisi une France à genoux politiquement. Une France fragilisée par ses turbulences internes, secouée tout au long de l'année 2024 par les élections européennes, la dissolution de l'Assemblée et une instabilité gouvernementale chronique avec 3 premiers ministres successifs. Résultat, un pays en pleine zone de turbulence. Et Tebboune a exploité cette faiblesse avec méthode. Il ne s'est pas contenté de résister, il a imposé sa domination. Aujourd'hui, BAM est libre, mais soyons clairs, ce n'est pas Paris qui a tiré les ficelles. Depuis son retour en France, il évolue dans un silence total. Aucune apparition, aucun mot, aucune prise de position face au régime de Tebboune. Un mutisme qui pourrait durer, des semaines peut-être, des mois. Et tant que Christophe Glaise reste derrière les barreaux, et très honnêtement, je ne le vois pas sortir avant 2026, toute libération supplémentaire paraît hautement improbable. Son audience est fixée au 3 décembre, certes, mais n'attendez rien ce jour-là. Pas de décision, pas de conclusion. Le verdict lui est soigneusement repoussé, probablement vers la toute fin de l'année 2025, ou glissera tranquillement vers les premiers mois de 2026. Le calendrier judiciaire devient un outil politique. Il s'agit d'un procès en appel et dans ce genre de configuration, le temps est une arme. Une arme dont le régime maîtrise parfaitement l'usage. Plus les semaines passent, plus la pression se déplace et cette fois, c'est la France qui se retrouve en position de faiblesse. Elle l'a démontré face à la diplomatie des otages, elle vacille. Alors Tebboune temporise, il laisse filer l'horloge. Dans ce contexte, une rencontre entre Tebboune et Emmanuel Macron serait dans les tuyaux en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud. Officieusement, elle est acquise. Officiellement, elle n'existe pas encore. Une rencontre fantôme à l'image de toute cette séquence jamais confirmée, jamais démentie, mais lourdement chargée de sens. À l'horizon début 2026, Tebboune ambitionne une sortie maîtrisée, refermer ce dossier sans trop de casse, sans trop de traces. L'objectif est simple, sauver les apparences, préserver l'illusion de la victoire, normaliser les relations avec Paris. Oui, mais à condition que cela ne ressemble ni à un recul, ni à une concession, ni surtout à une défaite aux yeux de l'opinion algérienne. Le pouvoir peut dialoguer, mais il ne peut pas perdre la face. Pour y parvenir, Tebboune accélère la pression sur Emmanuel Macron. Il exploite ses failles, ses hésitations et surtout les fractures politiques françaises. Il impose son rythme, son calendrier et sa logique. Le message à peine voilé est limpide. Sansal sera libéré mais réduit au silence. Plus de paroles, plus de critiques, plus de positions dérangeantes ni contre le régime ni contre l'État algérien. Quant à Christophe Glaise, sa liberté devient une variable d'ajustement. Elle viendra peut-être lorsque Paris aura prouvé sa bonne conduite. Plus de critiques appuyées, plus de ton frontal, plus d'attaques médiatiques. La normalisation ne sera pas un retour à l'équilibre, mais une concession sous condition. Des règles dictées par Tebboune et acceptées bon gré, mal gré par une France sous tension. Il ne gagne pas sur toute la ligne, certes, mais il ne perd pas non plus partout. Et à vrai dire, il a fait bien plus que sauver les apparences. Il a réussi à prendre l'ascendant sur une partie de la classe politique française et même sur son paysage médiatique. Et ça, pour une démocratie comme la France, c'est un échec sévère. Un signal inquiétant, car cette séquence le démontre sans détour. Lorsqu'un régime autoritaire choisit la stratégie des otages, les démocraties se retrouvent démunies. Même les plus anciennes, les plus expérimentées, celles qui se pensent solides face aux crises, elles sont mal armées pour affronter ce type de chantage, ces situations volontairement inconfortables, moralement piégées. Et c'est précisément dans cet inconfort que les dictatures prospèrent. Voilà la leçon.